Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai modifié les angles de mes deux planes. En résumé, il y en a de deux types, les arrondis et les plates. Je vais pas vous expliquer dans le détail comment on s'en sert, c'est pas le sujet de la vidéo, mais l'utilisation n'est pas tout à fait la même. Il y en a même des très petites, et en fait elles sont rondes. Avec ces outils, on ne fait pas de bol, on fait des manches ou des objets cylindriques. Éventuellement sur un bol, on va pouvoir faire quelques dessins en traçant des sillons, mais rien de plus. Tout simplement parce que cet outil ne creuse pas. On ne s'en sert pas pour creuser, on s'en sert pour couper la surface du bois. Et justement, les miennes avaient un angle ici beaucoup trop obtus. Ça faisait 55 degrés. Aujourd'hui, elles font 45. Je vais commencer par 45 pour voir si ça me convient et éventuellement je mettrai un angle plus aigu si besoin. Avec un angle obtus, en fait, comme on se positionne souvent sur le dessus de l'objet à tourner, on n'a pas une bonne prise, on a tendance à vouloir trop appuyer, et si l'angle est trop aigu, et ben c'est le contraire, on a un angle d'attaque un peu trop vif, et on va beaucoup moins contrôler l'outil. Alors, le deuxième angle, c'est celui-ci. Si je prends en référence l'angle comme ça, il a 70 degrés. Si je le mets dans l'autre sens, c'est 20 en fait, puisque c'est par rapport aux 90 degrés. Je le précise parce que justement, dans l'outil Tormek, on va se régler sur 20. Et cet angle aussi, on peut vouloir le modifier. Il y en a qui sont plats, il y en a qui sont beaucoup plus aigus que ça peut aller jusqu'à 30 degrés. La pointe peut être plate ou arrondie. Moi, je l'ai très légèrement arrondie. Encore une fois, c'est pour commencer, ou plus exactement recommencer, parce que c'est pas la première fois que je m'en sers. Mais j'avais pas cherché à les modifier jusque-là. Et c'est vrai que ce que je tourne, en grande majorité, c'est des bols. Ce qu'il y a d'intéressant, lorsqu'on a un angle très aigu, là, c'est qu'on va pouvoir disposer d'une pointe pour aller travailler dans les recoins. Et surtout aussi, c'est qu'on ne va pas positionner son outil de la même façon. Parce que cet angle peut changer, en revanche, l'angle d'attaque de l'outil par rapport au bois va rester le même. Donc le positionnement du manche, c'est lui qui change quand on travaille. Je vais vous parler du système Tormek pour l'affûtage parce que c'est celui que j'ai. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très versatile. Il va vous permettre d'affûter toutes vos gouges, mais aussi à peu près tous les outils de votre atelier. Et ça change tout de travailler avec des ciseaux à bois qui coupent, des rabots qui coupent extrêmement bien. Je vous le montrerai dans d'autres vidéos. Pour l'affûtage, c'est très rapide. Le positionnement l'est également. Vous pouvez aussi affûter vos fers de rabot d'Ego. Il y a un outil qui est fait pour. Et pour cet outil aussi, travailler avec des fers bien affûtés, ça change tout. L'affûtage, ça coûte très cher. Donc au final, on est assez vite remboursé. C'est vrai que c'est le seul reproche qu'on peut faire au Tormek, c'est qu'il est un peu cher. Mais tous les outils de qualité sont chers. Généralement, quand on l'a essayé, on ne veut plus en changer et les raisons sont toujours les mêmes. C'est parce qu'il est facile à utiliser, vraiment c'est un jeu d'enfant d'affûter, parce que les réglages sont simples, clairs, on maîtrise complètement les angles qu'on veut obtenir. Quand on est débutant, c'est pas un luxe. Hein. Sa versatilité, j'entends par là qu'on peut affûter une grande quantité d'outils avec à peu près tous les outils de votre atelier. Et pour finir, et non des moindres, la qualité de son affûtage. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à affûter mes gouges avec mon T8, j'ai fait un bond côté qualité de coupe et maîtrise de mes outils. Ça change la vie. Sur ma plane, j'ai donc changé deux choses. Cet angle-là et l'arrondi. Je l'ai formé. Je n'ai pas changé en lui-même l'angle. Je m'arrête sur cette jolie grimace pour vous expliquer pourquoi arrondir le bout. Quand l'extrémité est arrondie, les côtés ne vont pas planter. Tout simplement parce qu'on pourra beaucoup plus facilement viser la zone sur laquelle on veut travailler. C'est la seule difficulté avec la plane. Quand c'est droit, la zone de coupe est beaucoup plus large et beaucoup moins facile à contrôler. Et pour les rectifier, j'ai utilisé l'accessoire BGM 100. C'est celui-ci. Je l'ai installé sur mon tour à sec qui franchement ne casse pas trois pattes à un canard. Il est vraiment pas de bonne qualité, il coûte pas cher du tout, je l'ai acheté il y a des années. L'intérêt ici, c'est d'avoir le réglage Tormek, d'enlever de la matière et ensuite je vais faire la finition sur mon T8. Parce que là, je suis restée avec
quelque chose de très grossier, hein. Cela dit, il y en a qui tournent avec ce type d'affûtage. Ils doivent certainement beaucoup penser après. Pour les planes, j'utilise cet outil. Il va se positionner dans les mêmes conditions que sur le T8. Au même angle ici, cette meule n'a pas le même diamètre, mais grâce à cet outil, on la positionne très très bien, très facilement. D'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. Là, c'est le trou B qu'il faut mettre. Ces deux petites pastilles là, qui doivent être en contact parfait avec la meule pour être sur la bonne position. En réalité, c'est très simple. Il suffit de la faire tourner, et si elle tourne, c'est qu'elle touche. Donc on est sur la bonne position. Pour les gouges, on ne se met pas aussi près, on se met sur la position A. Chaque outil a son positionnement, mais l'intérêt du Tormek, c'est de se positionner très très rapidement en ayant la certitude d'avoir l'angle désiré. Quel que soit le diamètre de votre roue d'affûtage. Oui, parce qu'avec le temps, le diamètre diminue. Et si votre outil ne vous permet pas de vous adapter à ça, votre angle d'affûtage changera. Là, dans la brochure, vous pouvez voir que quand on est sur la position B, sortie 55... Encore une petite grimace pour vous préciser que la première butée, celle à 55 mm, permet d'obtenir un angle de 45 degrés quand on est sur la position B. Mais tout ça est indiqué très précisément dans le manuel qui vient avec l'outil BGM 100, le rectificateur d'angle pour tourer à sec. Et puis là, je choisis mon angle. Ici, si j'avais voulu, j'aurais pu lui donner plus d'angle, 30 degrés. 40, c'est pas conseillé, mais là, je me mets à 20. Et si je veux avoir un angle plus aigu, ici à la pointe, j'ai qu'à me décaler et le faire dépasser de la butée suivante. Vous mettez en butée ici et non là. En fait, sur le touret, on va mettre la butée ici. Là, pour la mesure de la saillie de l'outil, on va se mettre là. Avant de vous montrer les images de l'affûtage, pensez surtout à bien tremper votre outil dans de l'eau. Si, comme moi, vous passez d'un angle trop obtus à un angle plus aigu, vous allez d'abord attaquer les côtés, là, pas la pointe. Donc ça ne va pas chauffer tout de suite. Vous allez pouvoir rester comme ça à enlever de la matière pendant 1 minute ou 2. Mais dès que vous attaquez la pointe, eh ben ça va chauffer beaucoup plus vite. Vous allez voir, la couleur va virer au bleu. C'est du HSS, mais il convient quand même que ça chauffe pas trop. Sur le côté, faites bien attention à rester au milieu, c'est très important. Moi, j'ai tracé un petit repère, mais franchement, à vue d'œil, on se repère très très bien. On n'a pas une largeur si grande que ça. Il faut que ça reste au milieu. Remarquez la position de mes mains. La main gauche tient l'outil, c'est elle qui maintiendra le dispositif d'affûtage contre le porte-outil. Elle pousse vers le haut en direction de la roue. De la main droite, je fais le mouvement. Attention à ne pas aller trop loin au-delà de la roue. Vous pouvez faire dépasser un peu la plane, mais attention à ne pas aller trop loin parce qu'en cas de dérapage, vous abîmez le biseau. Mon index est sur la plane, ce qui me permet d'appuyer contre la roue et de sentir le réchauffement du métal. Dès que je n'arrive plus à tenir, il faut la tremper dans l'eau. En revanche, quand on arrive près de la pointe, il vaut mieux ne pas attendre que ce soit trop chaud. Là, c'est la couleur qui nous indique quand refroidir la plane. Une fois que le biseau est au bon angle sur toute la longueur et des deux côtés, je peux m'attaquer à l'arrondi de la pointe. Il suffit de faire pivoter l'outil comme ça, sur les deux faces bien sûr. Il n'y aura donc que la pointe supérieure de la plane qui sera usinée pour faire l'arrondi, pas l'autre extrémité. Pour faire le mouvement, je prends comme repère la face supérieure de l'outil Tormek que je positionne parallèle au porte-outil. Le mouvement ne doit pas dépasser 20 degrés. Ça tombe bien, c'est précisément l'angle d'inclinaison. Comme vous avez enlevé de la matière, il y a des chances que votre plane est raccourcie. Vérifiez qu'elle tombe correctement dans la butée, parce que le but de cet affûtage, c'est de pouvoir retrouver en quelques instants le bon réglage. Si ça n'est pas le cas, reprenez-le jusqu'à ce que ce soit bon. Maintenant, avec le Tormek,
sens bien la présence du Morphle tout du long de ce côté-là. Alors c'est plus la même plane parce que justement j'ai vérifié, il n'y a pas d'espace en haut, ça peut arriver. Hein. Quelques petits mots sur le Tormek, comment est-ce qu'il faut l'installer. Moi je ne l'ai pas installé exactement comme il faut parce que j'ai pas trop la place de faire ce que je veux dans mon atelier. Donc là, par rapport à ce qu'il faudrait faire, il est un peu bas. Quand vous êtes debout, l'axe des roues, l'axe de rotation des roues du Tormek, doit être au niveau de votre coude. C'est pas très grave, c'est juste plus confortable, mais comme vous voyez là, ma position, ça indique que j'ai pas vraiment le choix de faire ce que je veux dans mon atelier. Un jour, quand je serai grande. Pour commencer, très important, il faut mettre de l'eau. Il faut garder un petit œil dessus parce que ça va avaler de l'eau. Et il faut surtout pas que la pierre tourne sans eau. La bonne position du porte-outils, c'est pas celle-là. Là, je suis à peu près. Alors je mets ça en butée ici. Je me mets en position. J'ai fait les petits traits de ce côté-là aussi. Vous voyez là, ça tourne qu'en haut. Ça veut dire que c'est pas assez près. Alors je tourne légèrement de ce côté-là. Je me rapproche. Ouais, c'était très léger quand même, hein. Voilà. Et maintenant ça tourne. Parfait, on peut serrer. Voilà, là il faut rajouter un peu d'eau. On a attendu, je pense que du coup là ça va être bon. On aura pu en rajouter. En fait, avant de commencer, je vais redresser la surface de ma meule. Parce que, ouais, je vois pas... Non, elle est droite, hein. Là justement, ça va me permettre de faire plusieurs choses. D'abord de vous montrer comment on redresse la meule. Ensuite d'avoir une surface propre et très rugueuse. Parce que là, il y a un petit ajustement à faire entre la roue de tout à l'heure et celle-là. Celle-là est plus grande. On était à 200 alors que là on est à 250. Et puis cet outil-là n'est pas fait pour enlever de la matière. Donc je vais obtenir une surface bien rugueuse. Ça, c'est l'angle le mieux que j'ai trouvé pour vous montrer. La surface de la meule va être raclée par ce petit truc là. Et là, je baisse un peu pour que ça vienne racler la surface. Alors, je suis pas assez bas. Voilà. Là, ça racle, tout juste. Là, je serre ces manettes là. Je vérifie que celle-ci est bien serrée. C'est le cas. Et filet. Bon là c'est certainement trop haut. Ça racle pas beaucoup mais je vois la surface qui blanchit un peu. Hein. Il faut prendre son temps parce qu'en gros, il faut que la traversée dure 1 minute. Et surtout pour que l'outil pour redresser la meule dure le plus longtemps possible, il faut pas en enlever beaucoup. Bon là c'est vraiment pas assez. Hein. Mais c'est la première passe pour essayer. Voilà, je suis tout juste à la surface. Je fais un quart de tour sur cette molette... micrométrique, je desserre et voilà, forcément ça touche mieux là. Alors ce qui est important en revanche c'est de bien serrer sur les deux pour que les appuis soient bons, comme ça vous pouvez mettre vos mains et c'est pas ça qui va dévier quoi que ce soit. Là elle est parfaitement lisse, elle est parfaitement propre et elle a beaucoup de grains, donc ça va être très bien pour ce que j'ai besoin. Je rajoute un peu d'eau. Ouais, pas besoin de beaucoup. Alors là c'est bien, hein, parce que contrairement à tout à l'heure, j'ai une belle surface pour pouvoir faire... des allées et venues, et tout à l'heure je devais vraiment rester concentré pour rester sur la meule et pas m'échapper, et si vous tombez à côté vous déformez un peu tout ça. Ce porte-outils je m'en sers très souvent. L'autre il était tout neuf puisque j'ai installé l'outil et il vient avec un porte-outils, et donc là je mets juste un petit peu de cire d'abeille liquide pour que ça glisse un petit peu mieux. Ouais, là c'est pas mal. Donc là c'est droit, et ce que je vais faire c'est comme tout à l'heure, je vais faire l'arrondi. Donc le repère c'est ici, on le met parallèle au porte-outils,
Et là c'est plus confortable puisque c'est plus large. On a juste à faire ça. Là, avant d'émorfiler, j'ai envie d'avoir une finition quand même un peu plus sympa. Donc je vais passer la pierre. D'abord sur la partie la plus grossière. Les traits s'effacent un peu. Voilà, là ça devrait suffire. Maintenant je passe l'autre côté, qui est d'un grain beaucoup plus fin. Il faut faire des mouvements de gauche à droite. Appuyer assez fort. Et puis il ne faut pas avoir peur de faire ça parce que c'est une pierre qui va durer très très longtemps. Beaucoup plus longtemps que les autres. D'ailleurs, il est recommandé de la redresser aussi souvent que possible pour avoir une bonne surface. Et moins elle est redressée, moins elle vieillit bien. Au lieu d'avoir la possibilité d'affûter sur toute la largeur, vous allez en fait aller toujours sur les mêmes endroits. Et si elle est plate, eh ben, la gouge, on la fait glisser de gauche à droite aussi. Voilà. La gouge à creuser, je parle. Bon, là, on voit la surface, elle est super belle. On voit bien le grain. Elle est on ne peut plus plate. Je vais faire une seule passe et après je passe à l'étape suivante. Voilà. Alors je vois bien la différence, hein. Le biseau est nettement plus brillant. Pour émorfiler, on peut mettre le porte-outil si on se sent plus confortable. Et puis voilà, l'ajustement, ça se passe pareil. Sauf que ce diamètre-là n'est pas le même que là. Donc si vous avez la petite roue embutée, vous êtes obligé d'enlever. Il y a un petit truc pour la faire changer rapidement de position. C'est marrant. Quand on passe de la position A à la position B, on aime bien aller plus vite, donc on peut faire comme ça, hein. Ça fait gagner du temps. Alors, voilà, je suis bien. On n'est pas obligé de le mettre, le porte-outil, parce que même les couteaux, hein, moi je les fais à main levée pour enlever le morphile. Celle-ci, c'est la crème qui venait avec le Touret Triton. Alors, elle est moins efficace que la crème Tormek. Il faut tout simplement passer plus de temps à émorfiler, mais bon, voilà, j'ai celle-là. Je vais pas l'acheter, je l'utilise, et jusqu'à ce que j'en ai plus. Après, je prendrai celle-là. Et pour la mettre, faut juste en mettre un tout petit peu comme ça. Pas besoin de plus. Mon morphile, il est de ce côté-là. Il remonte par là. Donc ce qui convient en réalité, c'est de d'abord faire une passe du côté opposé au morphile, pour le plier un petit peu et surtout venir faire fondre. Si on fait fondre un peu la surface au niveau du morphile, quand on va passer de l'autre côté, il va se détacher immédiatement et surtout on va se retrouver avec une pointe vraiment... Oups, ça va. Heureusement il y a le morphile, je me suis pas coupé. On va se retrouver avec une pointe vraiment tranchante. Petite précision, beaucoup de tourneurs n'enlèvent pas le morphile. Ça fait gagner du temps, mais il va se casser tout seul. Ça aura pour conséquence deux choses. La première, c'est que l'outil ne va pas couper aussi bien que si on enlève le morphile. Et la deuxième, c'est qu'il va se désaffûter beaucoup plus vite. En se détachant tout seul, le morphile se casse, le tranchant sera nettement moins affûté, par conséquent, il se désaffûte plus vite. Voilà, là je fais le mouvement d'arrondi, puisque c'est la forme de... Je le sens encore. Je pense qu'avec la crème Tormek, j'aurais pas eu besoin de faire autant d'aller-retour. Et là je l'entends. Là on l'entend plus. Tout à l'heure, quand je l'ai mis sur la roue, on entendait le morphile, ça fait... C'est un bon repère. Parce que quand on n'entend plus le bruit, c'est qu'il n'y a plus de morphile. Voilà. Donc normalement là, ça devrait être bon. C'est 2 coups et c'est bon. Alors justement, c'est un bon repère. Si jamais on avait à émorfiler, si on voulait émorfiler sans, je viendrais me mettre bien pas à plat et je viens trouver le plat. Voilà, là je suis à plat, ça se sent. On sent, il y a une adhérence qui change en fait. Et là, il n'y a plus le morphile, mais là, je suis à plat.
Et je pense que j'entendrai le morphile. Et au bout d'un moment, j'entendrai plus le morphile. C'est comme les couteaux en fait, il faut pas avoir peur de bien appuyer. En revanche, ce qu'il faut pas faire, c'est venir appuyer trop sur la pointe évidemment. Alors c'est bien d'avoir un petit chiffon à côté pour nettoyer. Pour les couteaux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux comme test. On fait glisser la lame, voilà, et là où elle accroche, bah c'est là où il y a encore du morphile, mais là, il n'y en a plus. Et dernière chose très importante, faut pas laisser la meule dans l'eau. Donc il faut toujours descendre la cuve. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!